Salut à toutes et à tous, bienvenue sur votre podcast Warzone consacré au baseball universitaire américain et le tout en français. Alors, tout d'abord je voulais faire un petit mot, un petit remerciement, puisque c'est vrai que depuis le début de l'aventure, j'ai eu pas mal de messages, de bons retours, etc., donc je vous en remercie. Et je me trouve un peu ingrat de jamais dire merci dans mes podcasts. Donc voilà, c'est réparé, c'est fait. Merci beaucoup pour les retours, ça fait plaisir parce que ça permet aussi d'amener un peu plus de motivation quand ça commence à devenir monotone, etc., etc., pour trouver des sujets, pour pouvoir, pourquoi pas, vous faire découvrir des choses et me faire découvrir des choses, parce qu'en parlant, moi je fais quand même quelques recherches et ces recherches me permettent aussi d'en apprendre plus sur cette discipline magnifique. Donc, on va avoir un podcast cette semaine un peu sur le modèle d'il y a peut-être un peu moins de 2 semaines, une dizaine de jours, à savoir une première partie un peu news, où je vais profiter pour vous faire découvrir des joueurs. On va entrer dans l'envers du décor des transferts, avec 2 exemples particuliers. Et ensuite, on va de nouveau faire un petit volet histoire, avec cette fois-ci une autre décennie, une autre année particulière dont on va parler. Je vous en dis pas plus, si ce n'est que je vous rappelle bien sûr que ce podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous envoie tout le temps le Smart Link au chat, ça vous ramène, en fait, vous renvoie vers vos plateformes préférées. Ce podcast est également bien sûr disponible sur YouTube et on va y aller tranquillement. C'est parti. Alors, on va commencer bien sûr par les news, et comme je l'ai dit en introduction, j'ai envie de rendre hommage quelque part à la trade deadline qu'on voit en MLB. Là, au moment où j'enregistre, en fait, c'est pile à la trade deadline, en fait, tout simplement. Donc, on voit pas mal de mouvements. Mais le college baseball a également ses mouvements, comme vous le savez, avec les joueurs qui entrent dans le portail des transferts. Et donc là, on a la liste définitive. On a des joueurs qui ont déjà trouvé preneur. On a notamment des stars. On a parlé de Chase Burns récemment et de Braden Montgomery qui lui n'a pas encore trouvé preneur. Mais là, en fait, je voulais vous donner l'exemple en fait du portail des transferts, comment ça marche, via 2 exemples, avec 2 joueurs qui étaient dans la même conférence, qui étaient des rivaux, puisqu'ils étaient dans 2 équipes différentes, et 2 joueurs à différents niveaux, on va dire, d'avancée dans leur carrière universitaire. Et on va commencer par le plus ancien, respect aux anciens. On va parler d'un joueur qui est un lanceur, Zain Badmaev, et on va se rendre compte un peu de son parcours tout d'abord. C'est un joueur qui jouait donc jusqu'à présent à Tarleton State. Tarleton State, en fait, c'est une université qui est dans la Western Athletic Conference, la WAC, donc une mid-major, et qui, en termes de système universitaire, est un système affilié à Texas A&M. Donc, vous allez comprendre très vite pourquoi je parle de ce dernier. Et donc, pour parler un peu entre guillemets, de sa vie en tant que joueur universitaire, elle n'a pas été toute simple et on peut rendre compte au final d'une carrière universitaire, on va dire entre guillemets, attention, c'est un très bon joueur, mais entre guillemets lambda. C'est-à-dire c'est un joueur qui ne sortait pas, n'était pas passé parmi les radars. J'essaye de trouver les mots en français, mais il est passé un peu en dessous des radars. Il a fait comme la plupart des joueurs, on va dire entre guillemets normaux, pas des stars en devenir, un parcours somme toute long dans la durée. Il faut savoir que lui, il a commencé en 2019. Il est arrivé en 2019, donc freshman en 2019. Et malheureusement, il a eu une blessure en fait qui lui a complètement arrêté sa saison. Arrive ensuite la saison donc 2020. Et vous savez, la saison 2020, c'est une saison où il y a eu le Covid, donc qui a été arrêté très tôt. Il était du coup redshirt, un redshirt via blessure, donc redshirt freshman. Il avait eu le temps de lancer quelques manches avant donc de pouvoir, enfin avant de malheureusement devoir arrêter la saison comme tout le monde. Et donc on se retrouve avec un joueur qui 2019 et 2020 n'a pas pu jouer au final. Il se retrouve en sophomore en 2021, pas plus avancé que cela puisqu'il a malheureusement pas réussi à pouvoir montrer en fait son niveau et montrer qu'il pouvait être important dans le pitching staff, le corps de lanceur de Tarleton State. Et on le retrouve notamment plutôt à la relève. Mais voilà, pour un temps de jeu famélique, puisqu'il va avoir seulement 2 apparitions. Il va lancer pour un peu plus de une manche seulement sur toute sa saison sophomore. Et il se retrouve du coup à la croisée des chemins, puisque pas mal de jeunes peuvent se dire, bon bah voilà, j'ai vu que mes 3-4 premières années, par exemple pour lui c'était 3 ans, ne sont pas déroulées comme je le voulais.
Je vais vraiment me focaliser sur l'aspect académique, hein, parce qu'il y a toujours un diplôme à aller chercher, bien entendu. Et voilà, pouvoir orienter ma vie plutôt vers une carrière, on va dire, plutôt académique, plutôt qu'une carrière sportive. Et 2022 est un tournant pour lui. 2022, il arrive à se montrer intéressant, à montrer qu'il peut être très intéressant pour son équipe. Il va notamment faire 19 apparitions, il va lancer pour un peu plus de 27 manches, donc là c'est quand même beaucoup plus intéressant. Il va réussir aussi surtout un très très bon ratio, avec 38 strikeouts pour seulement 12 buts sur balle. Il va finir avec une fiche de 2 victoires, 2 défaites. Il va notamment réussir un carry high où il va lancer en fait 3 innings complets sans, donc 3 shutout innings, hein, tout simplement, donc sans points concédés. Euh, et tout ça, tout ça, ça lui a permis en fait de commencer à se montrer en fait, tout simplement. Euh, voilà, ça reste un joueur encore une fois, comme je dis, qui a pris le temps, qui a mis le temps de se montrer et qui enfin en 2023 pour sa saison qu'on va considérer senior, et après je vais y revenir juste après. Dans sa saison senior, il réussit donc 22 apparitions pour 32 manches lancées. Il réussit donc encore un meilleur ratio, parce que 46 strikeouts pour seulement 7 buts sur balle, avec un IRA de 2.81. Donc tout ça, bien sûr, c'est maximum de carrière, c'est meilleure performance en carrière. Il va réussir aussi donc 4 saves. Là aussi, c'est forcément un, un record de carrière, pardon. Et également réussir à garder ses adversaires à une moyenne à la batte face à lui de .217, c'est-à-dire à peu près 21-22%, ce qui est très très bon, surtout quand on considère le collège baseball. Donc comme je vous l'ai dit, hein, voilà, il avait commencé avec quand même un profil assez haut compte tenu de sa fac, hein. Donc en freshman, on l'imaginait plutôt devenir un starter. On a vu donc blessure, puis après Covid, puis après voilà, la roue tourne puisque chaque année des nouvelles classes de freshmen avec leur lot de hype arrivent, et donc il a été noyé dans la masse quelque part, mais il a réussi à revenir à un très bon niveau et à se montrer important, donc notamment en termes de releveur et en termes de closer, ce qui lui a permis voilà donc tout simplement de se montrer vis-à-vis des plus grosses facs. Et au départ, je vous ai parlé de Texas A&M comme étant en termes de système universitaire, système pur académique étant affilié, donc Tarleton State est affilié à Texas A&M en termes de système, et il a donc transféré du côté de Texas A&M. Donc le bond est assez intéressant pour lui, puisqu'il se retrouve du coup dans une très grosse fac, une fac SEC, où il va pouvoir faire ses preuves en tant que graduate player, donc c'est un joueur qui a déjà fait ses années jusqu'à sa seniorité, et qui va donc passer sur les années hors 4 ans. Voilà, il arrive avec cette éligibilité plus 1 qu'il va pouvoir utiliser du côté de Texas A&M. Donc c'est très intéressant pour lui. Et ça démontre aussi ce qu'on peut retrouver dans des carrières, entre guillemets, encore une fois, plus modestes en termes de college baseball. Nous, forcément, on s'attelle toujours à parler des stars, à des joueurs qui sont des hauts prospects depuis leurs années lycéennes et qui sont normalement amenés à aller à la draft. Mais on a aussi des prospects qui sont, enfin, des prospects, on peut dire des éléments intéressants, beaucoup plus, à la carrière beaucoup plus, entre guillemets, basique et normale, qui permettent de montrer aussi quel est le chemin qu'on peut avoir en termes de college baseball. Le second joueur dont je voulais vous parler, pour le coup, lui, c'est un haut profil qui sort d'une saison freshman très intéressante. Lui aussi était du côté de la WAC, de la Western Athletic Conference. Il jouait, lui, pour le coup, pour Sacramento State. Et donc, on va parler de Weiwa Aloy. Donc Weiwa Aloy, désolé, je vais massacrer son nom, le pauvre. C'est un profil tout à fait différent de Badmaev dont on vient de parler. C'est un joueur qui lui, pour le coup, sort d'une saison freshman du côté de Sacramento State, très très intéressante, très très forte, et qui en fait a permis d'augmenter sa hype. Sa hype était déjà présente au niveau lycéen, puisque c'est un joueur qui était quand même référencé au niveau lycéen. C'était un All-State. All-State, c'est un peu la meilleure gradation qu'on peut retrouver en termes de lycée dans son état, parce qu'on classe les jeunes par état avant de les classer All-American par exemple. Donc voilà, c'était un joueur référencé. Il avait décidé de rejoindre la WAC, donc encore un joueur de WAC, mais cette fois-ci du côté de Sacramento State. Et c'est un joueur qui a vraiment montré et été très impressionnant, montré des très belles choses dans l'infield, notamment au niveau offensif. Il a joué 56 matchs et il en a
commencé 55, hein, donc très vite il est devenu titulaire dans ce line-up. Il a réussi notamment à avoir une moyenne au bâton très très intéressante, hein, points 376, donc plus de 37% à la batte, 69 points scorés, 88 coups sur 15 doubles, 5 triples, 14 home runs, 46 points produits, et le tout avec un sling percentage de .662, donc 66% au sling percentage, ce qui lui donne un OPS aussi de plus de 1 à 1.089 sur la saison. Pourquoi je parle de lui, c'est puisqu'il sort d'une fac qui est référencée, puisqu'ils ont réussi à sortir quelques joueurs connus maintenant à MLB, je pense notamment à Rhys Hoskins, le premier base blessé des Phillies. Et en termes d'honneur, il faut le savoir, alors là ça a été une ribambelle, il a eu donc du côté de la NCBWA, donc c'est la National Collegiate Baseball Writers Associations, pardon, il a été Freshman All-America First Team. Il a été également All-America First Team en termes de freshman du côté de Collegiate Baseball, du côté de Perfect Game et du côté de D1 Baseball. Donc autant d'associations, de journalistes ou autres, de comités référencés. Il a été Freshman All-America Second Team du côté de Baseball America. En termes de conférence, donc c'est le Freshman of the Year pour la WAC et il a été dans la All-WAC Second Team. Au niveau des coachs aussi, hein, la ABCA, donc American Baseball Coaches Association, pardon, il a été All West Region Second Team, donc c'est vraiment un joueur qui a impressionné. Son entrée sur le portail des transferts fait sens dans le sens où forcément avec un tel profil, avec ce qu'il a montré, avec ses capacités et même ses dimensions athlétiques, hein, enfin, c'est un joueur qui physiquement est très très impressionnant. Forcément il a tapé dans l'œil de pas mal de facs. Et il a décidé d'augmenter très très vite ses chances s'il réussit à s'imposer en allant du côté d'Arkansas. Arkansas qui est une fac bien sûr réputée de SEC avec un coach réputé, un Von Horn qu'on ne présente plus. Et surtout c'est une fac qui a réussi à avoir des transferts très importants et très intéressants et toujours à faire ce qu'on appelle la post-formation de ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'ils ont eu des hauts profils venus des portails des transferts par exemple et ils ont réussi à les faire encore plus progresser. Donc Weiwa Aloy va avoir toutes les cartes en main pour pouvoir, s'il arrive bien sûr à s'intégrer dans cette concurrence accrue en SEC, augmenter ses chances vis-à-vis des drafts, et notamment de la draft 2025. Il sera junior à ce moment-là et il pourrait donc tout à fait faire partie de ces hauts profils, hauts prospects pour la prochaine draft. Alors, voilà, je vous ai présenté ces deux joueurs qui ont donc, comme vous l'avez compris, deux parcours complètement différents, ce qui permettait en fait de montrer aussi quels sont les différents stades, quelles sont les différentes étapes qu'on peut retrouver dans le portail des transferts et comment ce portail des transferts peut être utilisé par tel ou tel joueur. Il faut le savoir pour finir sur cette partie-là que on voit en fait une recrudescence de l'inscription de joueurs dans ce portail des transferts. On voit de plus en plus et ça amène pas mal de débats, notamment aux États-Unis. On parle beaucoup de sentiment d'appartenance quand on parle de fac. Et avec cette recrudescence des transferts, il y a cette perte d'identification ou d'identité que perd un joueur vis-à-vis de ce sentiment d'appartenance qu'on peut avoir normalement quand on rentre dans une fac. Donc voilà, ça prête à beaucoup de débats, hein. Ce sujet est très tendu en ce moment en termes de collège sports du côté des États-Unis. Donc c'est à suivre. On sait que beaucoup de journalistes font la corrélation entre la NIL, hein, le droit à l'image récupéré, donc l'argent notamment que peut se faire un joueur via ses droits à l'image au niveau universitaire, et ce portail des transferts, puisque forcément avec une exposition dans une plus grande fac, on peut aussi gagner plus d'argent via sa propre image, etc., etc. Mais bref, c'est un long débat. Moi je voulais surtout vous introduire en fait ces deux joueurs pour donner des exemples sur ce qu'on peut avoir comme type de profil, hein, en termes de portail des transferts. Et on va pouvoir passer au sujet principal de ce podcast, mais avant tout une petite transition musicale. Alors, pour ceux qui l'ont écouté la semaine dernière, j'ai déjà fait un volet de ce type-là où je remonte dans le temps. Je vous parle un peu d'histoire de college baseball en m'arrêtant sur une année particulière. La semaine dernière, c'était 1996 avec cette fameuse finale qui a été, pour certains, comme étant la meilleure finale de l'histoire, hein, du college baseball, hein, tout simplement, des college World Series. Rien que ça. Et là, on va repartir encore plus loin dans le passé. Après la décennie des années 90, on va plutôt aller dans la décennie des années 80. Et au tout début de celle-ci, puisqu'on va parler de l'année 1982,
Allez, on y va. Let me touch you with my love. I can make you feel so right. Bon là, pour le coup, contrairement à 1996, je n'aurai pas d'anecdote personnelle à vous énoncer, dans le sens où je n'étais pas encore né. On sait 1982 en France, notamment si on parle de sport, on sait qu'il y a eu l'équipe de France qui allait assez loin à la Coupe du Monde, et on se rappelle qu'ils ont perdu contre l'Allemagne dans des conditions assez particulières. Il se rappelle d'un choc notamment entre le gardien et un des attaquants allemands, et bon bref. Vous connaissez sûrement un peu l'histoire si vous connaissez un peu le foot et notamment son histoire. 1982, c'est quoi en termes de pop culture? Ça doit être l'album de Michael Jackson, Thriller. Je suis un grand fan de Michael Jackson parce que depuis que je suis né, mes parents m'ont fait écouter Michael Jackson, donc c'est resté dans ma tête. Donc je sais que ça devait être 82. Et si c'est pas ça, vous pourrez me jeter des tomates, mais je pense que c'était bien ça, 82. Pour la sortie de cet album qui est une machine de guerre en termes d'album. En termes de qualité musicale d'une part, et puis en termes de vente, hein, tout simplement. Ça a pulvérisé des records, etc., etc. Mais bon, on va pas trop rentrer dans la pop culture. Je pense que 82, ça doit être aussi Blade Runner, pour ceux qui sont un peu plus férus de cinéma, mais ça encore, c'est à vérifier. Je suis pas sûr à 100%, là je vous le dis vraiment, sans vérifier rien du tout. Donc si c'est pas vrai, bouh à moi, mais si c'est vrai, bah voilà, vous avez des petites anecdotes sur l'époque. Mais rentrons dans le vif du sujet, et plus particulièrement sur cette saison en 1982 en termes de college baseball. Alors, au départ de la saison, on se demande est-ce que Arizona State va pouvoir faire un repeat? Est-ce que de manière plus générale, l'Arizona va garder sa couronne, puisqu'en 1980, Arizona, d'un certain Terry Francona, hein, pour ceux qui sont fans des Cleveland Indians ou Guardians maintenant, vous devez le connaître. Arizona avait donc remporté le titre en 1980, Arizona State le titre en 1981, et on sait que les années 60, les années 70, que ce soit avec USC, avec Arizona State, etc., etc., ont montré la domination en termes de présence au College World Series ou de gain du titre de la Pac-10, Pac-10 d'alors. On le sait de manière historique, cette conférence, mais on va dire le sud-ouest américain, fait part de sa domination, entre guillemets, en termes de college baseball. Même quand on regarde chez les mid-majors, on voit Cal State Fullerton qui avait gagné en 1979. Donc, si on remonte en 77, je pense que déjà à cette époque-là, Arizona State remportait un autre titre. Donc voilà, tout ça pour dire que la domination semble sans partage du côté du sud-ouest des États-Unis en termes de baseball. Et à l'orée de cette saison, on le sait, il y a une équipe qui est en train de montrer depuis le milieu des années 70 qu'elle est régulièrement une équipe dont il faut avoir peur. C'est les Miami Hurricanes qui pour le coup sont plutôt un sud-est, hein, si on reconnaît la géographie. C'est une équipe qui est dirigée de main de maître par son coach emblématique d'alors, hein, Ron Fraser, et qui avait remporté, qui n'avait pas remporté, mais qui avait été au College World Series assez souvent, que ce soit en 80 ou 81 pour les plus récentes occurrences, mais même dès 1974 pour leur première participation dans ces fameuses College World Series. Et on le sait, Ron Fraser a petit à petit réussi à amener des joueurs de bonne qualité au sein de son effectif pour pouvoir faire montre de son baseball. Et on se dit, Miami, avec sa régularité, pourrait peut-être, pourquoi pas, continuer à aller en College World Series et même, pourquoi pas, enfin obtenir le titre suprême. Mais Ron Fraser et Miami ne sont pas les seuls dont on entend parler assez souvent. On peut penser à Oklahoma State, l'équipe dominante de la Big Eight de l'époque, une équipe qui en 1981 avait également réussi à venir au College World Series par exemple, d'autres équipes comme Texas de Cliff Gustafson, un des coachs Hall of Famers, il y en a beaucoup dans cette cuvée d'ailleurs, des coachs Hall of Famers en termes de baseball universitaire, et qui avait donc réussi à remporter un titre en 75 et qui avait notamment déjà enchaîné, je pense, un record à cette époque-là, 17 participations, pas consécutives, mais 17 participations au College World Series sous son règne du côté des Longhorns de Texas. Donc on retrouvait des habitués ou des habituels, on va dire, des équipes qui
sur le papier étaient déjà favorites et on espérait donc les retrouver, pourquoi pas, au College World Series. Avec elles, au cours de la saison, on va voir quelques équipes de mid-majors qui vont se montrer. Donc, j'ai déjà parlé de Cal State Fullerton, de Augie Garrido, hein, un coach emblématique, bien entendu, qui avait donc enfin remporté un titre de College World Series en 1979. Et donc, c'était d'ailleurs sa dernière apparition au College World Series, mais qui faisait montre d'une domination sans pareil dans sa propre conférence. Du côté du baseball, on va dire de l'Est, on avait une équipe comme Maine qui arrivait à parvenir à se mêler à la course hein, au College World Series. On les avait vus en 1980 d'ailleurs, et on les voyait dominer également leur conférence, la Eastern Collegiate. Donc il y avait ce melting pot de différentes équipes, hein, que ce soit des équipes de powerhouse ou des équipes de mid-majors qu'on voyait très rapidement se détacher. Je pense également à une autre équipe dont on va reparler, c'est Wichita State qui, même si elle n'avait pas encore réussi à atteindre les College World Series à cette époque-là, faisait montre d'une très belle régularité, que ce soit dans la Missouri Valley Conference où ils étaient à l'époque, où ils avaient quand même une très belle régularité, mais également en termes de tournois nationaux au niveau universitaire, où ils avaient réussi de belles performances sans pour autant réussir à aller jusqu'au College World Series à ce moment. Au cours d'une saison somme toute palpitante, où on a donc retrouvé, comme j'expliquais, pas mal de favoris s'en sortir, réussir de très belles performances. Donc je le rappelle, des équipes comme Arizona State, championne sortante à cette époque-là. Toujours dans la Pac-10, on avait du Oregon State, on avait du Stanford qui également faisait partie de ces grosses cylindrées habituées hein, à pouvoir aller assez loin en termes de college baseball. Si on veut rester dans les powerhouse, on avait la SEC de l'époque qui était peut-être moins référencée, attention, hein, que la SEC telle qu'on la connaît maintenant, mais qui avait de belles équipes. On pense notamment à Ole Miss, on pense à Florida, des équipes qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu même au niveau national. Et puis, en remontant petit à petit dans les différentes conférences, on peut retrouver des habituels, comme je l'ai dit, j'ai parlé de Miami auparavant. Si on veut aller voir du côté de la ACC, une ACC qui n'était peut-être pas parmi les meilleures, mais qui avait quand même des grands faire-valoir, hein, comme North Carolina par exemple, ou encore Clemson. On se retrouvait donc avec des équipes assez habituelles, encore une fois, que l'on espérait voir aller assez loin au niveau du tournoi national. Tournoi national qui était également différent du tournoi que l'on connaît aujourd'hui, qui était également différent du tournoi que je vous ai présenté en 1996, avec la participation cette fois-ci de 36 équipes. 36 équipes réparties dans 8 regionals, donc vous imaginez bien que le nombre n'est pas parfait. Il y avait donc 6 regionals avec 4 équipes et 2 regionals avec 6 équipes. Et pour le coup, comme en 1996, puisqu'il y avait 8 regionals, les vainqueurs de chacun des regionals étaient donc les représentants des College World Series, tout simplement. Hein. Lors de cette mouture, je vous présente rapidement qui hostait au terme de regionals. Il y avait donc des favoris forcément. Il y avait donc Miami à Coral Gables, il y avait donc Texas à Austin, il y avait South Carolina du côté de Columbia, Oklahoma State du côté de Stillwater, il y avait Maine du côté de Orono, il y avait New Orleans du côté de Louisiane, Fresno du côté de Californie et Arizona State du côté de Tempe en Arizona. Donc parmi tous ces noms, on reconnaît Arizona State, on reconnaît Oklahoma State, South Carolina, Texas, Miami. Donc la plupart des favoris étaient là et hostés. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti dans le sens où la plupart des favoris s'en sont sortis. On va commencer par eux. Miami, de son côté, était dans un groupe à l'accent fort floridien, puisqu'il y avait Florida de SEC, il y avait South Florida également, et il y avait Stetson, la fac de Floride également, dans un groupe de 4 purement floridien. Et Miami n'a pas fait dans la dentelle, puisque Miami a éliminé Stetson assez rapidement. En tout cas a battu Stetson assez rapidement, 18-2, a battu South Florida qui avait créé la surprise face à Florida 9-4, et a battu en finale un revenant, Stetson, qui avait donc réussi dans le bracket des perdants à être parfait, éliminant coup sur coup Florida et South Florida, mais n'a rien pu faire face à Miami qui s'impose 15-3 et qui se retrouve sans difficulté du côté de Omaha. Dans le Texas,
on retrouvait une des deux poules, une des deux regionals à 6 équipes. Mais 6 équipes ou 4 équipes, ça ne faisait pas de grande différence pour Texas, qui s'en est facilement sorti, battant coup sur coup Hardin Simmons 10-0, Oklahoma 8-0, Eastern Michigan 7-2, avant de battre de nouveau Eastern Michigan pour la finale de ce groupe 9-1. Alors du côté de Columbia, pour l'autre groupe à 6 équipes, là pour le coup pour South Carolina ça n'a pas été si facile, même s'il n'y a pas eu de défaite. Victoire 7-0 face à West Virginia, puis 6-4 face à The Citadel. Nouvelle victoire 11-2 face à The Citadel qui avait battu juste auparavant Old Dominion dans un repêchage, avant que South Carolina élimine donc West Virginia pour de bon en finale. West Virginia qui avait donc réussi à faire une remontée parfaite, ne perdant plus jusqu'à la finale. Mais la finale a été perdue 2-1 pour le coup par West Virginia. South Carolina qui gagnait donc son propre regional. Et sans surprise, Oklahoma State, dans un groupe de 4 pour le coup, a également plié son regional de manière assez rapide. Et battant coup sur coup Minnesota 16-9, Middle Tennessee 5-3 et de nouveau Middle Tennessee 7-3. Middle Tennessee qui avait notamment réussi de belles performances face à Oral Roberts. Je me trompe. Face à Minnesota qui avait eux battu Oral Roberts. Donc voilà à peu près pour présenter les favoris qui s'en sont sortis. Ensuite, on va parler d'équipes qui n'étaient pas forcément favorites, mais qui hostaient. Je pense donc à Maine, qui, sans être favorite, avait réussi son coup, battant donc Seton Hall, battant Delaware et battant Navy en finale de son groupe pour pouvoir aller de nouveau au College World Series. Du côté de New Orleans, là par contre, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Si New Orleans de Augie Schmidt, qui a été donc le meilleur joueur de college baseball en ayant le Golden Spikes cette saison, s'ils s'en sont sortis lors du premier match face à Tulane, les battant 7-5, ils sont en revanche tombés sur un os qui se nomme Wichita State et dont on va reparler un peu plus tard, perdant face à eux 7-0, réussissant à s'en sortir dans le bracket des perdants, battant de nouveau Tulane 5-4, mais perdant définitivement face à Wichita State 8-1. Wichita State qui aura donc concédé qu'un seul run sur tous ses regionals, battant coup sur coup Jackson State 3-0, New Orleans donc 2 fois 7-0 et 8-1. Un autre regional qui n'a pas vu l'équipe hostant s'en sortir, c'est le regional du côté de Fresno, avec Fresno State qui avait battu Pepperdine 14-5 pour le premier match, s'était fait allumer dans un fort match offensif face à Stanford 17-10. Stanford qui, en vérité, était quand même le favori de ce regional, même s'il était hosté du côté de Fresno. Fresno qui va en plus ne pas réussir à être parfait dans le bracket des perdants, puisqu'ils vont se faire éliminer par Pepperdine qui les avait battus juste auparavant, donc la vengeance, un plat qui se mange froid, avant de retrouver une finale donc, entre Stanford et Pepperdine, une finale que Stanford gagne sur un gros score de nouveau, 15-8. Et je gardais le meilleur pour la fin. On se retrouvait donc dans un bracket ou dans un regional du côté de Tempe en Arizona pour le fameux bracket d'Arizona State. Arizona State qui, je le rappelle, était donc champion sortant à ce moment-là et qui était le clair favori de ce bracket et qui retrouvait une connaissance, Cal State Fullerton. Il faut le savoir, Cal State Fullerton avait donc été, je le rappelle, champion en 79 sous Augie Garrido. En 80, n'avait pas réussi à aller jusqu'au College World Series. La faute au Regional passé du côté d'Arizona. Arizona qui les battront et battront ensuite tout le monde pour gagner le titre national en 80. Et en 81, Cal State Fullerton retrouvait déjà Arizona State. Pareil au niveau des Regionals. Pareil du côté de Tempe. Et cette fois-ci, à ce moment-là, en 81, donc Arizona State avait éliminé Cal State Fullerton. Et un peu comme Arizona, s'était servi de ce lucky charm, on va dire, qu'est Cal State Fullerton pour pouvoir remporter le titre en 81. On retrouve donc un Cal State Fullerton revanchard de nouveau du côté de Tempe en Arizona face à Arizona State. Les deux équipes se qualifient pour le tour suivant en éliminant respectivement San Diego State pour Arizona State 6-1 et Houston pour Cal State Fullerton 7-3. Et on va retrouver des matchs assez incroyables. Malheureusement, j'ai pas pu retrouver assez de détails pour vous en parler, mais je peux au moins vous donner les scores.
Cal State Fullerton va donc remporter la première des deux confrontations entre ces deux équipes, hein, très peu de suspense, 10-9. 10-9. Du coup, Arizona State va devoir aller passer par le repêchage et le bracket des perdants, va s'en sortir face à Houston 9-5. Et la finale va donc de nouveau opposer Cal State Fullerton à Arizona State. Et là encore un match serré en termes de run. Et ce match serré va être remporté de nouveau par Cal State Fullerton avec un seul run d'écart. Victoire de Cal State Fullerton 8-7. Cal State Fullerton brise le signe indien qu'il s'était pris dans la face 2 ans de suite, hein, donc face à Arizona puis face à Arizona State. Et coup de tonnerre, Arizona State, favori pour ce titre en 1982, pour faire le repeat, est éliminé avant même les College World Series. Donc gros coup de tonnerre. Ce n'est pas une surprise complète dans le sens où, encore une fois, Cal State Fullerton, c'est une grosse cylindrée, même si c'est une mid-major, mais une grosse cylindrée du college baseball à cette époque-là. Et donc, on a en fait nos College World Series qui se mettent en place avec tout simplement nos 8 équipes que je vais donc réénumérer. Alors, on a donc Cal State Fullerton, vainqueur du bracket du Regional d'Arizona State, avec Ogi Garrido à la baguette et... on les rappelle, champion en 1979. On a ensuite Maine. Maine qui est un peu, entre guillemets, l'un des petits poussés en termes de pédigré de cette fournée en fait, des College World Series. On peut également parler en tant que petit poussé, entre guillemets, de Wichita State, dont c'est la première apparition en College World Series, comme je le rappelais. Puis ensuite, on va avoir des équipes beaucoup plus habituées, des powerhouses, qu'on a l'habitude de voir, ou en tout cas qui ont déjà eu la chance d'apparaître en College World Series. Texas, comme je l'ai dit, beaucoup de participations d'affilée, ou en tout cas même si c'est pas d'affilée, mais un grand nombre de participations sous l'ère Cliff Gustafson. La dernière, la saison précédente, celle-ci, donc en 1981. Stanford, qui pour le coup revenait au College World Series après une dizaine de 15 ans. South Carolina, qui était aussi un habitué de la dernière partie de la décennie 70 et au début des années 80, puisque leur dernière apparition est en 1981. Oklahoma State de Gary Ward, un autre entraîneur connu, qui venait de faire les College World Series l'année précédente également. Et Miami de Ron Frazier, comme je l'ai dit, une équipe qui commençait vraiment à monter de plus en plus depuis le milieu des années 70, et qui restait également sur une participation en 1981. Avant de passer à l'énumération de ces College World Series, je vais vous rappeler d'abord le format. Alors on a donc 8 équipes, mais ce n'est pas comme maintenant à notre époque, on a 2 poules, entre guillemets, 2 poules de 4, ou 2 brackets différents. Et par contre le format en soi, c'est toujours de la double elimination, c'est-à-dire que dès qu'une équipe a 2 défaites, elle est éliminée, et le survivant, c'est celui qui reste jusqu'au bout sans avoir de défaite et qui gagne donc la finale qui se joue sur un match à cette époque-là. Alors, pour commencer, on va faire un peu dans l'ordre du bracket avec une première affiche entre Miami et le petit poussé Maine. Miami s'en sort 7-2 assez tranquillement, tandis que dans cette même partie, dans cette même zone de ce double elimination, on retrouve Wichita State face à Cal State Fullerton. Et alors Wichita State va pas faire dans le détail puisqu'ils vont l'emporter 7-0. On verra par ailleurs que Cal State Fullerton va complètement caler dans ses College World Series. Texas, opposé à Oklahoma State, va l'emporter assez facilement 9-1. Et Stanford face à South Carolina va également l'emporter 15-4. Dans le bracket des perdants, on retrouve très rapidement donc Maine, Cal State Fullerton, Oklahoma State et South Carolina. Cal State Fullerton, comme je l'ai dit juste auparavant, va se faire éliminer assez sèchement. 6-0 pour Maine, qui se donne encore une chance de pouvoir espérer. Tandis que Oklahoma State va s'en sortir dans une rencontre avec beaucoup de points, on va dire, de part et d'autre. Une victoire 10-8 pour Oklahoma State face à South Carolina. On va se retrouver également toujours dans ce bracket des perdants avec Stanford qui va se faire éliminer par Texas, en tout cas qui va passer dans ce bracket des perdants suite à une défaite dans un gros match face à Texas, une défaite 8-6, tandis que Wichita State va rencontrer également ce bracket, va faire partie de ce bracket suite à sa défaite face à Miami, mais une défaite très serrée, 4-3. Stanford va se retrouver opposé à Maine, et alors qu'on pense que Stanford va pouvoir tout simplement jouer sa chance à fond et pourquoi pas rencontrer
le perdant de la suite du bracket des vainqueurs ou l'un des survivants de ce bracket des perdants, eh bien Maine va l'emporter à la surprise générale 8-5 et continuer de rêver. Wichita State de son côté va jouer et va allumer Oklahoma State pour les éliminer définitivement avec une victoire 13-2. Tandis que Texas va perdre un match face à Miami dans un match très serré, une victoire 2-1 de Miami. Texas va avoir une deuxième et dernière chance en termes de demi-finale entre guillemets, puisqu'ils étaient arrivés dans ce qu'on appelle la upper finale, donc la finale haute, c'est-à-dire que ils étaient dans le bracket des vainqueurs jusqu'à rencontrer le dernier autre vainqueur, le dernier autre invaincu, si vous préférez. À ce moment-là de la partie, c'était donc Miami. Et donc, ils vont avoir une dernière chance de pouvoir atteindre les finales en étant opposés à Wichita State, qui, eux, ont donc cavalé du côté du bracket des perdants. Malheureusement pour Texas, victoire de Wichita State 8-4. Tandis que du côté de Miami face à Maine, Miami fait une bouchée de Maine avec une victoire 10-4, ce qui nous amène à la finale, une finale attendue d'un côté, surprenante de l'autre, entre Miami et Wichita State. Attendue du côté de Miami, bien sûr, parce que Miami faisait partie des favoris et on sentait cette montée en puissance. Il ne leur restait qu'à aller de nouveau en finale et pourquoi pas cette fois-ci empocher le titre. Par contre, Wichita State, c'était une surprise dans le sens où c'était leur première College World Series, mais on était sur une génération exceptionnelle. Je vous présenterai d'ailleurs un de ces joueurs témoins, un de ces joueurs, témoins de cette génération exceptionnelle qui aura quand même une belle petite carrière en MLB. Mais pour l'instant, place à la finale. Malheureusement, la finale en soi n'est pas exceptionnelle en termes de suspense, puisque Miami va rapidement s'imposer, un 9-3. Mais par contre, elle est connue pour un des gestes les plus fous. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit ce geste, c'est le fameux hidden ball trick, c'est-à-dire que un joueur va faire semblant, par exemple, de lancer la balle vers une base qui était pleine, tandis que son coéquipier va faire semblant de louper la balle, alors que celui qui devait lancer la balle l'a toujours. Tout ça, c'est pour piéger le coureur, par exemple, qui est déjà sur base et qui va peut-être se dire « Oh, bah j'ai une chance, je vais aller en seconde base pour la voler suite à cette erreur. » Et en fait, il va se faire retirer puisque le lanceur a toujours la balle en fait dans ses mains. Il va juste la lancer vers la deuxième base tant quand le gars est assez proche de la deuxième base pour pouvoir le taguer. Eh bien, ce trick que l'on voit dans le baseball, c'est pas un trick incroyable et nouveau, mais c'est le fait de le voir en College World Series qui fait que ces College World Series 82 et cette finale notamment est connue et reconnue. Puisque on l'a même appelé ce geste de hidden ball trick pour cette finale, The Grand Illusion. Donc voilà, pas besoin de traduire, je pense que vous avez compris. Donc c'est pas la finale la plus spectaculaire, c'est pas la cuvée où il y a le plus de joueurs aussi connus et reconnus qui nous permettraient par exemple de pouvoir voir en fait la saison 82 d'une manière différente. C'est pour ça que je suis resté assez neutre et sans rentrer dans beaucoup de détails. Je vous ai pas présenté des joueurs particuliers, je vous ai parlé juste du Golden Spike, Augie Schmidt, et je vais vous parler également rapidement du MOP, c'est-à-dire du meilleur joueur de ces College World Series. Mais la plupart des joueurs en fait présents dans cette QV 82, et d'ailleurs ceux qui ont été draftés à cette époque-là, n'ont pas forcément eu des carrières incroyables en MLB pour la plupart. Donc c'est pourquoi il m'a été difficile de vraiment vous mettre des joueurs en témoin. Par contre, comme je l'ai dit auparavant, parmi les coachs qu'on avait là-bas, on avait des coachs donc forcément de forte renommée et des coachs qu'on a retrouvés très rapidement au Hall of Fame du College Baseball dans la classe 2006 qui était donc la première classe la première classe, comment je vais dire ça, la première classe de Hall of Fame en termes de college baseball. C'était la première fois qu'on avait donc du college baseball Hall of Fame du côté en termes de hours, tout simplement. J'ai cherché mes mots, désolé, mais je pense que vous avez compris. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'en reparle. Ron Frazier, bien entendu, c'est le coach emblématique de Miami. Il a rendu cette fac comment dire ça, indispensable au college baseball, notamment dans les années 70 et 80. Il aura une très longue carrière avec eux, je pense que c'est plus de 30 ans de coaching et pour des résultats quand même assez intéressants, voire incroyables. Il va surtout permettre de lancer en fait cette ère de Miami en tant que grosse fac du college baseball, parce que les années 80 et 90 vont être vraiment
on va dire, la double décennie de Miami. Ça rentre pas en contradiction bien sûr avec ce que j'ai dit par rapport à LSU qui vraiment a dominé les années 90, mais d'ailleurs Miami était en finale face à LSU si vous vous rappelez. Donc voilà, Ren Frazier c'est un de ces coachs vraiment très très importants du college baseball, donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo si vous êtes intéressé et si ça vous parle. Un autre coach dont j'ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo, c'est bien sûr Cliff Gustafson, j'ai toujours du mal à épeler son nom. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a eu le record d'apparition en College World Series en tant que coach. 17 College World Series en tant que coach, pendant longtemps ça a été un record. Et il faut le savoir, il a gagné des titres, donc en 75 et l'année suivante, en 1983. Il a gagné plusieurs fois la conférence, enfin voilà. C'est aussi un des coachs qui a gagné le plus de matchs en termes de carrière. Il a gagné 1427 matchs en carrière. Et quand on regarde son ratio voilà, victoire-défaite, il est à presque 80% de victoire sur sa carrière. Et sa carrière, elle commence avec Texas en 68 et elle se finit en 96. Donc voilà, il faut se rendre compte aussi de la grosse carrière de ce monsieur. Donc voilà, des coachs légendaires. Il y en a d'autres dont j'ai pas parlé, voilà, qui sont pas forcément sur cette année 82, mais qui font partie de ce Hall of Fame 2006, de cette première induction, on va dire, cette première intronisation, pour parler français, à du collège Hall of Fame. C'est Rod Dedeaux. Donc Rod Dedeaux, il faut savoir, c'était le coach de USC entre 1942 et 1986. Et il a remporté aussi beaucoup de matchs, 1330, avec un gros pourcentage. Surtout, il a remporté beaucoup de College World Series. Il a gagné 10 College World Series de mémoire. J'ai pas toutes mes notes, mais voilà, si je me rappelle bien, c'était 10 College World Series de mémoire. Donc c'est vrai que USC ne s'était pas qualifié pour la College World Series en 1982. Mais comme il fait partie de cette classe de 2006, je profitais pour parler de lui aussi, pour voilà, donner un peu plus de contexte sur la période, sur l'époque, et savoir que c'est vrai que certes, il n'y avait peut-être pas des joueurs incroyables dont on peut se fier. C'est pas comme par exemple le Arizona State de Barry Bonds, par exemple, où là c'était facile d'en parler, ou les années précédentes avec Terry Francona du côté d'Arizona. C'est Arizona ou Arizona State d'ailleurs, j'ai un petit trou pour lui. Vous vérifierez à ma place et vous pourrez me jeter des tomates. Mais voilà, beaucoup moins de joueurs référencés, et malgré tout, je vais vous toucher deux mots sur le MOP, donc le meilleur joueur d'abord de la saison, Dan Smith, de la saison, des College World Series. Dan Smith, donc c'était un lanceur, et en fait il avait réussi voilà, des grosses performances avec un IRA très bas, ce qui lui a permis de récupérer ce Most Outstanding Player at that time. Pourquoi j'ai pas en anglais, je sais pas, à ce moment. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il était junior, donc c'était l'année aussi, il était éligible à la draft. Il va être drafté, mais il faut le savoir que ça sera pas en 1982, mais en 1983. Et il va pas avoir de carrière MLB, il va rester dans les mineurs pendant quelques années avant de tirer sa révérence. Voilà. J'ai pas de joueur incroyable à vous dont j'ai envie de vous parler, si ce n'est un joueur quand même qui a une petite particularité. Alors, je vais vous parler de Charlie O'Brien. Charlie O'Brien, c'était un receveur à Wichita State, donc il a été finaliste avec Wichita State, et c'était un des meilleurs joueurs défensifs au niveau college baseball. Vraiment un joueur incroyable. Il a été drafté du coup en 1982. Je pense que c'était au 5e tour par les A's. Et faut savoir, il avait d'abord été drafté en 81, mais très loin. Il s'est dit ok, je vais repartir à Wichita State. Bien lui en a pris, parce que à Wichita State, c'est vrai que c'était un joueur défensif à la base, mais il va réussir une saison record pour l'école, pour Wichita State, avec 25 home runs et 116 points produits. Il va aller en finale, il va perdre. Et donc avec les A's, puis après avec d'autres franchises, puisqu'il aura réussi quand même une belle petite carrière. Je pense qu'il commence à 85 en majeur, et il doit finir au tout début 2000. Et donc il aura joué notamment pour les A's, les Brewers, les Mets, les Braves, les Blue Jays, les White Sox, les Angels, et je pense qu'il a fini avec les Expos. Il a été même champion des World Series. Il était chez les Braves du coup. Et il faut savoir un truc,
si je vous parle de lui, c'est que non seulement il a été reconnu hein, en termes de joueur en MLB, surtout c'est un très très fort joueur défensif. Déjà en collège c'était un très fort joueur défensif, mais en MLB il était quand même reconnu pour ça. Hein. C'était pas pour ses statistiques offensives qui étaient très faméliques pour le coup. Mais surtout, c'est le fait qu'il soit de cette génération-là et que ce soit un catcher, il a catché, donc il a reçu des balles de pas mal de joueurs, lanceurs qui ont été donc des Cy Young, des Hall of Fame, enfin soit des Hall of Famers, sûrement des Cy Young, des All-Stars, etc. etc. Je vais vous en citer quelques-uns que vous connaissez certainement, en tout cas de nom. Si je dis Roger Clemens déjà, je pense que vous savez de qui je parle. Si je vous dis surtout Greg Maddux, hein, on parlait des Braves, Tom Glavine bien sûr, John Smoltz, tout ce triptyque, on va dire, cette partie Braves. Si je vous parle également de Dwight Gooden, c'est puisqu'il a joué pour les Mets, donc lui je le connais bien. Voilà, Frank Viola, Chris Carpenter, et j'en passe et j'en passe. Faut donc se rendre compte que c'est un témoin en fait privilégié de cette ère qui a vu quand même de très très beaux lanceurs, hein, les années 80, 90, de très très beaux lanceurs sur le monticule, et donc il a eu le privilège, donc comme je disais, de pouvoir recevoir ces belles armes. Voilà. Comme d'habitude, je tiens pas la longueur, vous vous rendez compte qu'à chaque fois je deviens de plus en plus hésitant dans ma façon de parler à force et à mesure que le podcast avance dans l'épisode. Hein. C'est la fatigue, c'est le fait de faire beaucoup de choses à la fois, mais pas d'excuses. J'espère que malgré tout, ce petit retour en arrière en 1982, bien que moins épique que 1996, vous aura intéressé, intrigué ou plu. Si c'est le cas, même si c'est pas le cas, vous pouvez bien sûr me laisser des messages en message privé ou autre, voilà, venir communiquer avec moi, que je sache aussi si ça peut être viable sur le reste des vacances, de pouvoir vous faire encore peut-être 1 ou 2 podcasts sur l'histoire, puis après en septembre peut-être petit à petit bifurquer vers d'autres sujets. J'ai envie de vous parler aussi des Little League. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais les Little League c'est quelque chose que moi je suis depuis peut-être 3 ans maintenant. Je pense que j'ai commencé juste l'année après Covid, donc ça doit faire 2 ans plutôt. Ouais, je dirais 2 ans, mais c'est la 3e édition que je suis, pour être exact. Et j'ai envie d'en parler un peu parce que c'est une belle fête du baseball. Hein. C'est un baseball qui rassemble le monde entier en termes de jeunes, puisque c'est des très très jeunes joueurs qui vont donc s'affronter. Donc je vais voir si je peux vous en parler dans le podcast. Il y aura toujours bien sûr des news college baseball, parce que ça ne s'arrête pas. On a beaucoup de retours d'articles ou de podcasts sur les prospects, hein, comme chaque été, hein, les joueurs qui vont rejoindre les teams USA de jeunes, etc., et dont on a des rapports ensuite. Donc il y a beaucoup de choses à dire, et on va petit à petit, puisque le temps passe très vite, on va petit à petit basculer vers les préparations, les préparatifs avant les scrimmages d'automne. Et les scrimmages d'automne, c'est très important en college baseball, parce que c'est là où vraiment on relance tout, on réévalue tout, notamment avec les freshmen arrivés, les transferts arrivés, etc. etc. On reconstitue en fait son groupe, son équipe, en fonction bien sûr hein, des départs et compagnie, mais c'est vraiment une période charnière en fait du college baseball avant de partir vers l'hiver, et donc le début de la saison en février. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je ne vais pas plus en dire que ce que j'ai dit là jusqu'à présent, parce que je pense que j'ai pas mal parlé. Je vous dis à très bientôt. Ciao. The 2-2.